Entre nous, l'histoire du Trécarré, un balado de 10 épisodes présenté par le Moulin des Jésuites de Charlebourg. Je m'appelle Delphine et je vous invite à prendre votre tricot ou à vous installer devant votre métier à tisser parce qu'aujourd'hui, on parle du travail des femmes à la maison. La couture, c'est depuis toujours, je pense, ça a été dans les familles bien important. Ma mère, souvent, elle se couchait très tard et se levait tôt. Ma mère avait une machine à coudre Signeur parce que maman faisait tout notre linge. Les claquements du métier à tisser, le ronronnement sourd de la machine à coudre, les cliquetis des broches à tricoter. Ces sons vous rappellent certainement votre enfance lorsque votre mère travaille sans relâche à la maison pour vous confectionner de beaux habits. Vous vous rappelez peut-être l'odeur de sa cuisine qui envahit la maisonnée, vos devoirs ou encore sa douceur lorsqu'elle soigne vos blessures après une chute de traîneau dans les rues du Trécarré. Quoi qu'il en soit, les mères d'ici, comme les mères d'ailleurs, ne se tournent pas les pouces bien longtemps. Entretenir la maison, faire la cuisine, la lessive, le ménage, s'occuper des 11 enfants, surveiller ceux du voisin tout en s'impliquant dans la communauté, c'est plus qu'un emploi à temps plein. Maman est sur le pont, 24 heures sur 24. Les gens du Trécarré se souviennent de leur maman, des souvenirs teintés d'émotion, de nostalgie ou d'admiration. Denise Paquette garde en mémoire la débrouillardise et le talent de sa mère. Je lui laisse la parole. Et le meilleur souvenir, fallait écrire sur notre mère. C'était tout simplement une rédaction que j'avais fait dans la fin de semaine. Alors j'avais écrit sur ma mère qui avait une machine à coudre Signeur. Puis le soir, quand on était couchés, on entendait la Signeur parce que maman faisait tout notre linge. Mon premier manteau à acheter, j'avais 17 ans. Fait qu'elle en a fait, je te dirais, elle était talentueuse. Ça fait que elle a appris par elle-même. Il y avait personne pour lui montrer. Ses sœurs savaient pas plus coudre qu'elle. Ma mère habitait en campagne. Il était des cultivateurs, là. Fait qu'il y avait il appelait ça un capot bleu marin. Mais dans ce temps-là, la couleur n'était pas fixée. Fait qu'un manteau bleu marin, il devenait rouge à cause du soleil. Fait que le père de maman, il avait dit à maman, « Lucia, tu pourrais-tu tourner mon capot de bord? » Fait que maman, elle s'est mise, elle a défait le manteau, puis elle s'est mis à le coudre, mais elle savait pas coudre. Elle s'était cousu le doigt, mais elle a appris. Toute ma vie, je l'ai vu coudre, mais elle, qu'est-ce qu'elle aimait, c'était coudre de la soie, de la dentelle. Elle me disait, ben là, tu me feras pas faire des culottes de garçon, puis fais-moi pas coudre dans le coton, j'haïs ça. Mais tu sais, elle aurait pu être designer, ou tu sais, si elle avait pris un cours là-dedans, parce qu'elle avait de l'idée. Moi, ma mère m'a fait des superbes robes à frisons pour toutes mes fêtes, puis même, c'est elle qui a fait ma robe de mariage. Je m'étais mariée un lendemain de Noël. Ma mère m'a fait une robe en dentelle de laine et un grand manteau à capuchon en soie qui allait par-dessus avec les... Ah non, écoute, si j'ai eu de la chance. Mais, tu sais, on allait magasiner. Fait qu'imagine qu'on achetait du tissu. J'ai hérité de beaucoup de tissu. Mais on allait aussi dans les magasins sur la rue Saint-Joseph. Puis on magasinait chez Paquette, La Liberté Syndicat. Puis quand on avait fini, on montait à pied à la Haute-Ville pour aller chez Simons. Parce que là, dans ce temps-là, il y avait des ventes. Fait qu'on achetait des beaux morceaux. Mais si c'était un peu trop grand, elle les ajustait. Moi, j'ai eu des beaux vêtements jeunes qu'elle avait pas payé cher, mais qu'elle a tout simplement amélioré. C'est ça, ma mère. Puis, ma mère était très bonne. Elle était femme à tout faire. Et ma mère était assez débrouillarde. Elle cousait, cuisinait, peinturait. Était capable de faire un trottoir de pierre en avant de la maison. Elle faisait des fleurs. On avait un jardin. Puis mon père travaillait beaucoup, il travaillait tout le temps. Fait qu'elle elle gérait tout, là. Puis là, mon père a perdu son magasin. Fait que là, les affaires allaient moins bien. Elle a commencé à travailler. Elle est allée travailler chez les sœurs comme aidante. Puis là, tu sais, c'était la première fois qu'elle gagnait de l'argent. Pas beaucoup, mais ça, elle aimait ça. Puis elle sortait pas beaucoup, parce qu'elle a commencé à sortir à 50 ans. Elle est allée aux fermières. Puis là, elle s'est fait des amis aux fermières.
Après ça, elle est allée au patro, puis elle s'est fait encore des amis. Elle a appris le tai chi. Elle avait appris à faire de l'aquarelle. Puis moi, je fais de l'aquarelle, mais moi, je savais pas que j'ai des amis avec qui j'ai fait de l'aquarelle, mais qui, eux autres, faisaient de l'aquarelle avec ma mère. Parce que quand elle est décédée, c'est incroyable. Le nombre de personnes qui est venu pour une madame très ordinaire. Puis elle avait plein d'amis, mais nous autres, on le savait pas. C'était comme une surprise de voir tout ce monde-là qui venait. Tu sais, c'était assez impressionnant. Des femmes ordinaires qui effectuent un travail extraordinaire. Pour Gérard Cloutier, les tâches quotidiennes accomplies par sa mère sont un petit peu différentes. Comme plusieurs résidents du Tré-Carré, dans les années 1940, il vit avec ses parents sur une terre agricole. Gérard ne nous parle pas du travail du textile, mais il se souvient plutôt de l'implication de sa mère à la ferme. Oui, ma mère, elle allait au champ. Oui, elle a aidé. Ben, elle faisait, s'il sarclait ou s'il semait, c'était surtout ça, là. Que j'ai vu, là. C'est sarcler ou aider à semer ou des affaires de même, là, parce que au foin, elle travaillait pas au foin. Moi, j'ai pas vu ma mère travailler dans le foin, là. Charrier du foin, ces affaires-là, non, c'est ça, je l'ai pas vu. Mais dans le jardin, oui, elle s'occupait de sarcler, de nettoyer. À l'entretien. Ah oui. Elle faisait ça, puis quand il arrivait des fois les pommes, un peu plus tard à l'automne, les pommes, les framboises, les fraises, ben c'est elle souvent qui allait ramasser ça. Oui, c'est ça qu'elle faisait. Oui, elle y est allée, oui, je l'ai vu, puis j'y étais avec elle aussi, puis mon père, puis mon frère. Il y a une de mes sœurs, là, qui était trop jeune, en tout cas, elle était bébé, elle l'emmenait pas, fallait que quelqu'un la garde. Ça fait que c'est ma grand-mère qui la gardait. Dans le jour, quand ma mère allait au champ avec mon père. Puis nous autres, bon, on y allait, hein. On allait avec eux autres au champ. On allait là-dedans, on s'aidait un peu. Il fallait s'entraider un peu, c'était du temps, c'était ça dans le temps. Tout comme celle de M. Cloutier, la mère de Madeleine Dion travaille dans l'entreprise familiale. Dans les années 1960-1970, Variété Laval est un magasin général. Il est situé à l'emplacement actuel du restaurant Mike's, voisin du Moulin des Jésuites de Charlesbourg. Madeleine se remémore ses souvenirs d'enfance à l'époque où la maison est dans le même bâtiment que le magasin et où son voisin est le forgeron Philippe Lefebvre. On l'écoute. Moi, le souvenir que j'ai par rapport à ma propre mère, c'est sûr que c'était bien différent parce qu'on avait l'épicerie. Donc, ma mère, elle s'occupait énormément du magasin, puis elle aimait ça énormément, aussi recevoir les clients, s'occuper de leur donner ce qu'ils ont besoin, etc., etc. Elle était bien là-dedans. Elle avait l'entre-gens. Alors, elle recevait les gens. Les madames, entre autres, venaient jaser avec elle. Des fois, un après-midi quasiment de temps, là, elle servait 2-3 clients, puis là, ils reprenaient la conversation. Alors ça, c'est juste un souvenir que j'ai. L'épicerie prenait énormément de temps. Elle faisait la comptabilité aussi et les commandes. Donc, ma mère, souvent, elle se couchait très tard et se levait tôt, donc elle faisait une sieste, puis elle me demandait de garder le magasin. Alors, toute la famille, on était 5 enfants. Moi, je suis la plus jeune. Personne n'était rémunéré. C'était familial. La seule chose, on avait de la gomme ballon ou des bonbons. C'était comme le paradis. Alors moi, j'ai appris à faire le ménage puis à faire de la cuisine avec mes sœurs plus qu'avec ma mère. Ma mère est issue de l'époque industrielle. Alors, elle cuisinait, mais elle cuisinait, fallait que ça aille vite. J'étais toujours impressionnée d'aller chez mes amis parce que c'était pas comme chez nous. Puis les mamans, ils étaient à la maison. Ils s'occupaient de l'hygiène des enfants, laver les cheveux, s'occuper qu'il y ait ce qu'il faut à manger. Ils cuisinaient, ils s'occupaient des devoirs. 90% du temps, ils étaient à la maison. Hein. Et ma mère tricotait. Alors, le soir, elle tricotait, elle a tricoté toute sa vie, elle était extraordinaire. C'est vraiment, si elle nous faisait des vêtements, c'était tricoté. Il y a des choses que j'ai pas réussi à me défaire. Le dernier morceau qu'elle a tricoté avant sa mort, c'était un gilet pour ma fille qui avait 4 ans. Ça, je suis incapable de me débarrasser de ça. Madeleine Divray. On accorde souvent plus d'importance aux vêtements faits à la main par sa famille. Il y a bien sûr l'aspect sentimental, mais aussi une certaine reconnaissance à l'égard du travail et de l'effort mis dans une pièce de tissu fabriquée par les mains de sa maman. Je suis maintenant en compagnie de Micheline Dumont, historienne spécialiste en histoire des femmes. Lors des épisodes précédents, Madame Dumont nous a parlé de l'éducation des filles et des garçons.
Une des missions de l'école est bel et bien de préparer les jeunes filles à leur vocation d'épouse et de mère. Jusque dans les années 1940, un petit nombre d'entre elles seulement poursuit les études au-delà du primaire, puisque la majorité quitte tôt l'école pour aider maman à la maison. Bonjour Madame Dumont. Bonjour. J'aimerais que l'on discute aujourd'hui du rôle des femmes à la maison lors de la première moitié du XXe siècle. Elles s'affairent principalement aux tâches ménagères, c'est une réalité très répandue. Peut-on dire qu'à cette époque, ce rôle leur est spécialement attitré ? Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres opportunités. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois qui étaient offerts aux filles. Les filles pouvaient être institutrices après avoir été à l'école normale. Il y en a beaucoup qui devenaient infirmières quand elles avaient fait leur 11e année ou leur cours lettres-sciences. Il y en a qui devenaient secrétaires après avoir fait leur 9e année ou leur 10e ou leur 11e et parfois même en plus un cours de business college. Infirmière, secrétaire, institutrice, c'était les 3 professions que les femmes pouvaient faire. Puis, dans ces 3 métiers-là, quand tu te mariais, tu perdais ton emploi. Donc, tu restes à la maison. Rester à la maison, là, c'était le sort des femmes mariées. Tu te maries, tu restes à la maison. Dans les années 40, dans les années 50, les femmes sont toutes mères de famille et sont toutes à la maison. Puis s'il y a une mère qui va travailler parce qu'elle est soit seule, veuve ou divorcée, ou qu'elles sont pauvres, c'est l'exception. C'est l'exception. Mais il n'y a pas beaucoup de travail qu'elles peuvent faire. Il y en a qui font des lavages, il y en a qui prennent des pensionnaires. Mais il n'y a pas d'emploi. Ils n'ont pas de spécialité. Tu sais, t'arrives, ben, tu peux être vendeuse, mais il faut que tu saches compter, et puis bon, ça prend un certain nombre d'habiletés, etc. Donc, les filles étaient à la maison, puis là, ben, ils s'occupaient de faire à manger, de faire les lits, de faire le ménage, de faire le lavage, de mettre le linge à la corde, de repasser, etc., etc. C'est une très grosse charge de travail. Oui, parce que les familles étaient assez nombreuses. Et puis, je connais une fille, moi, qui avait caché qu'elle s'était mariée au début des années 60. Elle est devenue enceinte, elle a caché sa grossesse parce qu'elle voulait pas se faire mettre à la porte. Il y a eu des cas extrêmes là, comme ça là, qui sont arrivés. C'est sûr que les choix sont limités et le marché de l'emploi est très restreint. À quel moment s'est effectué le changement? À quel moment les femmes ont davantage trouvé leur place sur le marché de l'emploi? La Première Guerre mondiale a changé les idées dans la tête des gens. Les femmes sont allées travailler et puis ils ont dit « Hey, ils sont capables de travailler », tu sais. Mais après ça, c'est revenu comme avant, puis il y a eu la crise économique. Puis à la crise économique, là, tu sais, c'est les femmes qui ont tenu la société debout parce que les maris travaillaient pas, puis elles s'occupaient de tout, puis elles ont fait vraiment des miracles. Puis là, est arrivée la Seconde Guerre mondiale. Puis là, la Seconde Guerre mondiale, là, les femmes sont allées travailler. Puis après, là, on a voulu les retourner à la maison. Mais la plupart ont pas refusé, mais ont signé. Et puis, par conséquent, les habitudes sont mises à changer. Les femmes ont gardé leur emploi après leur mariage. Ça s'est fait beaucoup, beaucoup durant les années 60. Puis surtout qu'on avait besoin des institutrices, puis on avait besoin d'infirmières. Alors, Dans les entrevues réalisées avec les gens du Trécarré, plusieurs se souviennent de leur mère qui fait de la couture ou qui crée des pièces de vêtements pour toute la famille. Par curiosité, avez-vous des souvenirs de votre propre mère qui confectionne des habits? oui, ma mère était très talentueuse. Alors ma mère faisait tout notre linge. Et puis, elle brodait, puis elle nous faisait des belles robes, et puis elle prenait les vieilles chemises de mon père, puis elle nous faisait des culottes avec ça, puis elle prenait les vieux de manteaux de mon père, puis elle nous faisait des manteaux. Mais ça, c'est ma mère qui faisait ça, là. Toutes les femmes n'étaient pas aussi habiles qu'elle. Ça dépend des talents des femmes. Mais je pense bien qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient obligées, tu sais, tu fais du neuf avec du vieux, tu sais, là, et puis surtout durant le temps de la guerre, les limites étaient grandes, alors on se servait de tout. Puis je me souviens que
À la campagne, très souvent, les gens achetaient de la farine ou du sucre par poche. Puis quand la poche est vide, tu la nettoies. Là, tu fais des robes dans la poche de farine. Tu sais, tu tailles ça, là, puis c'est une robe qui est faite avec une poche de farine ou avec une poche de sucre. Tout le monde se passe le linge de bébé d'un bébé à l'autre parce que ça coûte cher, le linge, et puis tout ça. Je vous remercie grandement, Madame Dumont. C'est un plaisir de discuter avec vous. Difficilement quantifiable, l'entraide entre les femmes a toujours existé. Par exemple, lors des moments difficiles, comme les accouchements. Thérèse Lefebvre aide sa sœur, ses frères et sa mère, Adrienne Dorion, dès sa tendre enfance. Elle se souvient de cette époque dans le Trécarré, dans les années 1930-1940. Ma sœur s'est mariée, alors moi, j'ai arrêté d'aller à l'école. Maman avait besoin d'une présence à la maison pour s'occuper des grands frères. 9 enfants, 2 filles et 7 frères. À partir de Charles, le médecin de famille de ma mère, il dit, tu penses pas, Adrienne, que quand tu sais d'enfants que tu pourrais aller à l'hôpital? Alors, c'est là qu'a commencé. Charles est né à l'hôpital. Après ça, mes grands frères, avec les ma tante qui venaient aider, tout ça. Les cordes à linge, là, tout le monde le regardait, les voisines. Il y en avait peut-être 15-20 chemises sur la corde à linge. La madame, elle travaillait par passage. C'était pas à mode que les gars participent de ce côté-là, là. Faire la lessive, la popote, puis l'entretien, puis des vêtements, des choses comme ça. Avec une belle ancienne lessiveuse, la tordeur, là. Hein? Fallait faire réchauffer l'eau, fallait en faire réchauffer plus, parce que là, t'as quantité de chemises. Là. Faire le ménage, amuser les enfants. Des fois, il y avait chez M. Rosaire Bedard, là, qui vendait des marchandises à la verge. Des fois, c'était à Québec. Pour les souliers, puis les chapeaux, c'était à la mode. Tu voyais, il y avait tellement des gros rouleaux sur les comptoirs ou des choses comme ça. C'était tentant. Avec maman, on descendait sur la rue Saint-Jean, et mon Dieu, oui. Quoique les dernières années, chez La Liberté, j'aimais bien ça. Syndicat Paquette, c'est les grands magasins. J'étais une bonne cliente. Après ça, ça a été la relève. Tu sais, quand ma sœur a eu des enfants, elle habitait sa Côte-Nord. Monter en autobus, puis aller aider pour les releveurs, comme on dit. Là. Après ça, mon frère habitait sur 83e quand la rue s'est ouverte. Il va aider, garder les enfants chez nous pendant que la mère rétablissait. Ça fait que j'ai pas eu d'enfants, mais j'ai élevé les enfants des autres, puis je me suis occupée des enfants des autres. Oh oui, j'ai fait des vêtements. J'avais suivi des cours à Limoilou avec une copine. Même un manteau, imaginez-vous, c'était ma première étude, un manteau ample, avec une cape, tout ça, là. J'avais bien réussi. Non, j'ai été satisfaite de mon œuvre. Après ça, pour les enfants, je fais peut-être des petites jupes, des petits pantalons. Mais ça pas, pour moi, des jupes, oui. C'était peut-être moins dispendieux que d'en acheter aussi parce qu'on n'avait pas grand revenu. J'ai commencé à travailler en 98. J'ai travaillé 20 ans, jusqu'à 2008. Alors, je reçois aujourd'hui Francéliane Dumay, qui est invitée à titre de restauratrice d'œuvres d'art spécialisée dans les textiles. Elle travaille au Centre de conservation du Québec depuis plus de 10 ans. Bonjour Francéliane Dumay. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le Trécarré, plusieurs personnes nous ont confié que les femmes confectionnaient elles-mêmes les pièces de vêtements pour leur famille. On suppose que c'est une réalité très courante au Québec quand on parle du 20e siècle, début du 20e siècle, milieu du 20e siècle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Ah oui, c'était une pratique très courante, je dirais, jusque dans les années 70 environ. Donc, les femmes pouvaient acheter le patron, les tissus qu'elles faisaient venir, puis confectionnaient les vêtements chez elles. Souvent, les familles achetaient les tissus, des fois par catalogue. Dès 1899, on voit apparaître les catalogues Eaton ou des catalogues même de Dupuis Frères ou de Morgan. Elles confectionnaient beaucoup les vêtements pour elles et pour les enfants. Les vêtements pour hommes, des fois, c'était moins fréquent. On a rencontré Thérèse Lefebvre qui réside dans le Trécarré depuis toujours. Puis elle nous a raconté qu'elle fabriquait elle-même plusieurs vêtements justement. Ça permettait d'économiser pour la famille. Est-ce que la couture et la fabrication maison de vêtements jouaient un rôle important au sein de la famille? Comment est-ce qu'elle procédait pour justement faire le plus d'économies possible? Oh oui, la couture, c'est depuis toujours, je pense, ça a été dans les familles, c'était bien important. Si, par exemple, on pense aux familles nombreuses qui avaient 10, 12 enfants,
Les femmes n'avaient pas le choix de fabriquer des vêtements, de rapiécer, de raccourcir, de rallonger des vêtements. Et parfois, ou souvent, quand un vêtement d'adulte était trop vieux, au lieu de s'en départir, on le décousait, puis on fabriquait un vêtement pour enfants à partir du même tissu, là. Donc oui, c'était beaucoup moins coûteux de le fabriquer soi-même, d'acheter, comme je le disais tantôt, les tissus, les patrons et de le faire à la maison. Dans les milieux ruraux, on voyait beaucoup de femmes filer elles-mêmes les fibres avec le rouet. Donc ça, c'était une autre façon d'économiser, en filant, en tissant. Il y avait les métiers à tisser qui permettaient de fabriquer des draps, des napperons, des nappes, des linges à vaisselle. Et ça, c'était une façon d'économiser. Je ne dis pas que c'était comme ça dans toutes les familles rurales du Québec, là, mais je pense qu'il y avait un savoir-faire puis une autosuffisance de ce côté-là. Ça se transmet de mère en fille depuis tout jeune. Là. Je pense que les jeunes filles ont 7-8 ans, puis elles commencent déjà à coudre, à broder, à tricoter, à faire des objets en crochet aussi. Donc, la couture en général est très familiale. Disons, un vêtement de première communion qui était très utilisé à l'époque. La grande sœur pouvait l'utiliser. Après, elle la prêtait à sa petite sœur. Il y a eu beaucoup de réajustements. Donc, oui, pendant plusieurs années, je pense que c'était l'une des raisons aussi pourquoi il y avait la couture était aussi importante. Au Québec, on a vu des changements majeurs là, dans les façons de faire ou les façons de se vêtir avec le prêt-à-porter qui est arrivé dans les années 50-60. Et c'est sûr que le prêt-à-porter a amené une diminution des coûts. Effectivement. Tout à l'heure, vous aviez parlé un petit peu des habits qui étaient passés de génération en génération, qu'on a grandi, qu'on rétrécit. Donc, j'aurais un témoignage à vous faire écouter, le témoignage de Monsieur Cloutier, qui fait mention justement de cette récupération textile. Alors, à Charlebourg, comme magasin, il n'y en avait pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est proche de Québec. Moi, je me souviens seulement, ça s'appelait Rosaire Bédard, marchandise sèche, un anglicisme, Dragwood. C'était le seul magasin de Charlebourg. Hein. Donc, les gens allaient là pas pour acheter des vêtements, ils allaient là acheter du tissu pour faire des vêtements, parce que les femmes faisaient des vêtements à la maison. Puis, les vêtements, la plupart du temps, ça se passait de père en fils, ou de frère à un autre frère. Chez nous, on était 3 garçons et une fille. La fille, elle avait l'occasion d'avoir des vêtements neufs, mais nous, moi, j'étais l'aîné de la famille, donc j'avais les vêtements qui ensuite servaient à mes frères. Mais c'était ma mère qui cousait. Quand on arrivait d'école, on sortait, puis on allait tout de suite jouer dehors. Puis après ça, on entrait, et avec des vêtements, c'était du gros coton, de la grosse laine. C'était imbibé de neige, c'était tout mouillé. Il fallait faire chauffer ça à côté du poêle pour les assécher pour le lendemain. J'imagine le travail des mères. C'est épouvantable ce qu'elle faisait. Elle faisait des journées de corvée. Donc, tout à l'heure, on a parlé des vêtements, pour les femmes, les filles, que les mamans pouvaient confectionner assez facilement, les robes, les différents éléments de la tenue vestimentaire. Pour les hommes, on achète davantage dans les magasins les tenues, puis on se les passe de génération en génération, ce qu'on comprend que M. Cloutier a hérité de certains vêtements de son père. Est-ce que c'est quelque chose qui est très courant? Oui, c'est très courant. Pour les vêtements des hommes, les vêtements, je dirais, au quotidien, oui, est effectivement fait par les mères de famille. Là où l'on voit une différence, c'est plutôt dans les complets, vestons, cravates et tout ça. Ça, c'était fabriqué par des hommes. Là. C'était des tailleurs qui s'occupaient de la fabrication de ce type de vêtements-là, mais qui étaient plus utilisés en ville ou les hommes qui allaient travailler dans les bureaux. Là, c'était... Dans le commentaire de M. Cloutier, il parlait des boutiques de tissus qui, effectivement, à l'époque, il y en avait énormément. En ville, il y avait beaucoup de boutiques de tissus. Dans les villages, il y avait le magasin général qui fournissait aussi les tissus, les fils, les aiguilles, tout ce qui était nécessaire aussi pour confectionner les tissus. Donc, c'était... Parce qu'aujourd'hui, il en reste pratiquement plus des magasins de tissus. Là, on peut les compter sur nos doigts, mais à l'époque... il y en avait beaucoup sur les rues principales dans les villes où c'était quelque chose de très, très important. Dans le témoignage de M. Cloutier, à la fin de son témoignage, il mentionne les habits d'hiver, le coton ainsi que la laine qui étaient utilisés comme matériaux pour les vêtements. Est-ce que vous pouvez nous parler des particularités des habits pour les différentes saisons?
Je dirais que ça dépendait principalement de la matière première. Là. Comme disait M. Cloutier, en hiver, il y avait beaucoup de lainage, des manteaux de fourrure, des manteaux en laine, des bas de laine, des pantalons longs, des pantalons en laine ou en feutre. Là. Il y avait le feutre aussi. Les femmes avaient des jupons aussi plus chauds qui étaient aussi en lainage. Donc, c'était souvent des chapeaux en lainage. L'été, c'était plus des chapeaux en paille. C'était plutôt la matière première qui variait. L'été, c'était beaucoup le lin ou le coton qui était beaucoup plus fin, plus frais, qui était utilisé à la place de la laine, qui était évidemment beaucoup plus chaude. Une des fibres les plus chaudes, selon moi. Donc, les habits d'hiver que nos enfants ont aujourd'hui, c'était pas du tout comme ça à l'époque. Là. Donc, j'ai pas de difficulté à m'imaginer, effectivement, les manteaux de laine tout mouillés qui devaient être séchés près du poêle, là. Certains habits étaient réservés aux événements, aux cérémonies, aux fêtes, aux festivités. Ils sont portés seulement pour ces occasions-là. On pense aux habits du dimanche. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques exemples de vêtements utilisés pour certaines occasions? Oui, pour le vêtement du dimanche, comme on parlait, c'est des vêtements qui sont peu utilisés, qui sont réservés pour ces occasions spéciales-là. Pour les sorties, il y avait beaucoup plus d'ornements aussi. C'est souvent l'ornementation sur les chapeaux qui pouvait soit distinguer du statut social ou qui était utilisé pour les sorties. Donc, avec un petit peu plus d'ornements, des rubans ou décoratifs. Les chapeaux, effectivement, qui ont été très importants jusqu'à la fin des années 50, que les femmes ne pouvaient pas sortir sans leur chapeau. La qualité des tissus aussi était différente. Pour les grandes occasions, la soie qui reste toujours une fibre un peu plus luxueuse. Il y a une différence, disons, entre la réalité urbaine et rurale. Là. C'est certain que les femmes ou les hommes qui devaient aller travailler au champ ne portaient pas... avaient leur tenue de semaine là, de travail et probablement seulement un habit du dimanche ou un habit qui était conservé pour les occasions spéciales, aller à la messe ou lorsque la visite venait. C'est sûr qu'il y avait des réalités différentes. En ville aussi, on utilisait les femmes qui avaient les moyens, là, des manchons là, en fourrure là, pour se réchauffer les mains. Ce dont on se rend compte, en fin de compte, c'est que les gens ont beaucoup d'imagination, ont beaucoup de ressources pour agrémenter quelque chose qui pourrait avoir l'air banal, un vêtement qui pourrait être porté par plusieurs enfants, mais le rendre beau, l'améliorer, le rendre différent aussi pour que la petite sœur ait l'impression de porter quelque chose de nouveau, donc en rajoutant toutes sortes d'accessoires. Vous parliez des rubans, est-ce qu'il y a d'autres accessoires qu'on peut mettre sur les vêtements quand on est une famille, mettons, modeste? Ah, ça peut être ajouté de la broderie, faire des petits points de broderie de couleur là, pour changer l'aspect du vêtement. Quand le vêtement est en bon état, souvent on va seulement agrémenter par de l'ornement, mais si le vêtement est moindrement abîmé, mais là, si on peut le transformer en faisant une jupe ou une robe d'un aspect différent, là. Soit pour changer l'apparence du vêtement ou parce que les modes ont changé, on va ajouter de la dentelle ou transformer la robe avec un col haut. Mais pour changer un petit peu le look du vêtement, on pouvait ajouter des rubans décoratifs ou faire des petits réajustements comme ça pour ne pas perdre le vêtement. C'est des transformations comme ça qu'on va voir au fil du temps. On voit une réutilisation. Il n'y avait pas de gaspillage à l'époque, donc on voit une réutilisation. Même dans mon travail comme restauratrice au centre de conservation, ça arrive régulièrement qu'on a une robe des années 20, des années 30. En observant le vêtement, on s'aperçoit qu'il a été rapetissé. Donc, on voit qu'il n'a pas été porté seulement par une personne. Des fois, on voit les coutures d'origine, des fois qui sont faites à la main, puis on va voir, des petites coutures à la machine à coudre qui arrivent par la suite, ou des rubans en fibres synthétiques, qui sont des fibres plus récentes, qui apparaissent à différentes époques. On peut voir la différence, mais c'est difficile parfois de revoir le vêtement original. Oui, à quoi ressemblait le vêtement au tout départ. Oui. Oui, puis comme vous le disiez tout à l'heure, le fait d'acheter aujourd'hui sa matière première, son patron pour créer son propre vêtement, revient plus cher que d'aller acheter un vêtement prêt-à-porter dans une grande surface. Je me souviens de ma grand-mère qui a fait ses vêtements très longtemps. Puis, c'est quoi, dans les années 70, 80, je me souviens qu'elle se plaignait que le prix des tissus avait augmenté, que les patrons avaient augmenté. Puis, elle me disait ça devenait moins cher acheter du prêt-à-porter que de fabriquer les vêtements.
Mais c'est plutôt dans les années 80 que là, c'est vraiment la commercialisation. Les gens fabriquent plus du tout de vêtements ou presque pas. Disons qu'il y a beaucoup de changements, là. Puis les premiers commentaires que les femmes avaient souvent, c'est que c'était mal fait, c'était moins confortable parce qu'ils étaient habitués à avoir des vêtements faits sur mesure. Fait que même que les grands magasins, les grandes surfaces ont changé leur approche petit à petit. Puis les centres commerciaux ont fait leur apparition dans les années 60. Donc, ces grandes surfaces-là ont offert un autre service qui était d'eux-mêmes fabriquer les vêtements, mais faisaient appel à des couturières. Donc, les couturières aussi ont joué un rôle très important au Québec. Les femmes pouvaient dire, moi, je veux tel tissu, je veux tel patron, puis les femmes envoyaient leurs mesures. Donc, les couturières qui étaient dans ces grandes surfaces-là fabriquaient elles-mêmes le vêtement. Fait qu'évidemment, c'était un tout autre service. Mais ça a été une approche un peu inquiétante pour les femmes parce qu'elles disaient, est-ce que ça va être bien fait? Ça n'a pas été facile pour les femmes de faire face à ce changement-là. Même ma grand-mère me racontait qu'avant de se marier, quand elle était jeune fille, elle faisait avec ses amis des soirées ils élaboraient différents vêtements. Là, ça pouvait être du tricot ou du crochet, mais ils se rassemblaient entre amis, puis ils passaient des soirées à écouter la radio, la musique, les radios-romans en même temps que fabriquer des différents objets en textile. Là, ça pouvait être des serviettes de table ou des napperons, des nappes. Ouais, des projets qui rassemblent, ça permet aux gens effectivement d'avoir une vie sociale entre femmes, de se regrouper, puis ça perdure encore aujourd'hui avec les cercles de fermières. Est-ce que je me trompe si je dis que malgré aujourd'hui tous les services auxquels on a accès, malgré tous les commerces qui vendent du linge qui est déjà prêt à porter, mais il y a quand même un engouement, puis il y a un lien qui permet aux femmes de se rassembler, que ce soit il y a 200 ans ou que ce soit encore aujourd'hui. La couture, le tricot, la matière textile, c'est un créateur de liens sociaux. Ça permet aux gens de se rassembler, d'échanger, puis de transmettre les techniques de génération en génération. Oui, c'est vraiment un lien sociable. On le voit au Cercle des fermières, comme on le voyait, le Cercle des fermières qu'on connaît aujourd'hui a été créé en 1915 là, par le ministère de l'Agriculture. À l'époque, on voit apparaître l'industrialisation qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on voit apparaître un peu une perte de production artisanale. En créant le Cercle des fermières, c'est un lieu de rassemblement pour ces femmes-là. C'est un lieu d'échange puis de partage de connaissances aussi. Les femmes qui se rassemblaient dans les années 30, 40, 50, c'était une façon de sociabiliser. Elles cousaient ensemble, brodaient ensemble. Puis c'était aussi une aide à la communauté parce que les femmes pouvaient donner des fibres ou donner des tissus ou fabriquer elles-mêmes des linges à vaisselle, des nappes et tout ça pour en donner à la communauté. Si on pense aux femmes qui habitaient dans les régions plus rurales, qui avaient peut-être moins la chance de rencontrer les gens ou de sociabiliser, c'était une façon pour elles de sortir de la maison un petit peu. En allant s'assembler avec les autres membres du Cercle des fermières, c'est une façon de rencontrer des gens puis d'échanger. Je pense que c'était important pour ces femmes-là aussi. Ça doit être pour ça que ça perdure plus de 100 ans après, hein. Effectivement, parce qu'il y a un besoin, puis c'est assez évident. Alors, vous faites partie du Cercle de fermières de Saint-Augustin. Oui. La transmission des savoir-faire de génération en génération, est-ce que c'est ça qui vous a amené à vous impliquer dans le Cercle des fermières? J'ai vu ma grand-mère coudre toute sa vie. C'est elle d'ailleurs qui a fait ma robe de bal. Ma mère tricoter, donc depuis tout jeune... Moi, je vous avoue que c'était le tissage qui m'intéressait davantage. J'en avais vu beaucoup au Pérou. Puis, dans les fouilles, on a trouvé beaucoup de textiles. Ça m'impressionnait de voir ces vêtements-là qui étaient dans un état de conservation tellement impressionnant et avec des couleurs vives qu'ils pouvaient faire avec ça, avec des techniques si complexes. Donc, j'ai suivi un cours au Cercle des fermières, puis une fois entrée, c'est dur de décrocher. C'est très agréable de rencontrer les femmes qui sont là, puis c'est un lieu pour sociabiliser, pour apprendre. Puis c'est bien intéressant de voir ces échanges-là qui perdurent avec le temps. Merci beaucoup, France-Éliane Dumais, pour ce temps que vous nous avez accordé ce matin. Ça me fait plaisir. Parlons encore un peu des cercles de fermières.
Ces regroupements de femmes restent fondamentaux pour plusieurs. Ils offrent des conseils, des cours, des livres, des conférences, des rencontres pour celles qui le veulent. Le Cercle de fermières Charlesbourg a été fondé en 1935. C'est le 255e cercle au Québec. Il est alors composé de 40 femmes et vers 1975, il en compte plus de 400. Il s'adapte aux nouvelles réalités telles la transformation urbaine du Trait-Carré ou encore l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Aujourd'hui, le cercle marque toujours autant la vie de celles qui s'y impliquent. C'est le cas de Cécile Labrec, membre du cercle pendant de nombreuses années. Elle a entre autres donné des cours et s'est investie en tant que membre du conseil d'administration occupant divers postes. Aujourd'hui encore, à 95 ans, Cécile continue de s'impliquer bénévolement dans la communauté, notamment à la Société d'histoire de Charlesbourg. Pour terminer l'épisode, je lui laisse la parole. Moi, je me suis inscrite au Cercle de fermières de Charlesbourg. Je suis membre depuis 1963. Beaucoup de personnes s'inscrivaient, jusqu'à 400 membres, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de cercles. Et c'est après ça qu'on a aidé des groupes à se former ailleurs. Et moi, j'ai appris par le cercle de fermières surtout à connaître les gens. Je savais tricoter à l'aiguille, au crochet. Je savais coudre parce que j'avais pris des cours de couture. On a annoncé un cours de tissage et je ne connaissais pas du tout le tissage. Le métier, je ne connaissais pas ça du tout. Mais au local, j'avais vu qu'il y avait des métiers à tisser. Alors, je me suis inscrite. Le tissage était présenté par une dame qui était envoyée par le ministère de l'Agriculture. Parce que les cercles, à ce moment, dans ces années-là, relevaient du ministère de l'Agriculture. Et cette dame-là, quand elle est venue, elle portait une très belle robe rouge. Et elle nous avait dit qu'elle avait d'abord tissé le matériel, confectionné la robe. Alors j'étais éblouie. Et c'est vraiment ça qui m'a accrochée au tissage, grâce au cercle de fermières. Et j'ai beaucoup continué de prendre des cours. Et à la longue, je me suis impliquée auprès des fermières pour donner des cours. J'ai enseigné le tissage. J'ai écrit des articles, mais c'est dans la revue des fermières. Puis je parlais du tissage, puis je mettais un patron. J'ai fait partie du conseil à partir de 1968. J'ai pris un poste de conseillère pour 1 an. Ensuite, j'ai continué parce que là, il y avait un autre poste de secrétaire qui se libérait. Comme j'avais été secrétaire avant mon mariage, c'est un travail qui m'intéressait, donc j'ai occupé le poste de secrétaire. Secrétaire trésorière, donc on s'occupe aussi du côté financier. Et avec les années, je suis devenue aussi présidente. 6 ans secrétaire, 6 ans présidente. Donc j'ai été 13 ans au conseil au niveau local. Au niveau de la fédération, j'ai été 4 ans. En 1979 que je suis rentrée. Et après ça, je suis rentrée au conseil provincial. C'est en 83. Et j'ai quitté en 92. J'ai été présidente 2 ans. J'ai toujours rentré conseillère. J'ai pris le poste après de secrétaire, puis le poste de présidente. Je pense que j'ai fait la même chose aux 3 niveaux. Ça m'a donné une façon de vivre. Peut-être que j'avais un certain talent que je voulais mettre à l'œuvre. Le grand congrès à Vancouver. Moi, ça a été une découverte parce que l'Union mondiale des femmes rurales, il y avait des gens du monde entier. J'ai été éblouie. Ça a été très agréable. En tout cas, moi, ça m'a ouvert une ouverture sur le monde. Oui, c'était une belle époque. Au cercle de fermières, la raison d'être, la première raison importante, je crois que c'est d'abord de côtoyer d'autres femmes, mais aussi d'apprendre le tissage. Moi, j'ai tissé surtout sur un 4 lames. C'est sûr que j'ai un métier à 4 lames, mais il y a des métiers avec plus que ça. C'est toujours 4 par 4. Les lames, ce sont des cordes dans lesquels il y a les aiguilles pour me passer les fils. Et au local des fermières, on a beaucoup de 4 lames. On a au moins 8 lames
Puis on en a un de, je pense que c'est 12 lames. Il arrive que dans des familles où il y a un deuil, on nous offre de prendre ce qui reste de fil ou de laine pour confectionner quelque chose qui est offert ensuite dans les organismes qui aident à ceux qui en ont besoin. Alors moi, c'est ce que je fais. Je tricote surtout des mitaines. Je suis pas une artiste, là. Je suis une artisane. Je fais un boléro en tissage. Je l'ai confectionné. Et je me rappelle que celui-là, il a eu beaucoup de succès. J'ai aussi fait le tissu d'une petite robe pour une de mes nièces. Dans le bas de la robe, j'avais fait des rangs au point boutonné. La robe était un bleu assez foncé et le boutonnet était en blanc, en laine blanche. Ça, j'étais fière de ça. C'était très joli. Mon premier loisir, c'est le tricot. Oui, ça, c'est tous les jours. Je trouve que c'est très relaxant de tricoter au crochet parce qu'on a juste une maille à la fois. Alors, j'ai toujours continué d'en faire un peu. C'est un loisir qui occupe, puis avec les petites choses qu'on fait, c'est facile d'offrir ça un petit cadeau. Les périodes des fêtes, on a quelque chose à offrir. C'est fait de nos mains. Ça a plus de valeur aux yeux de ceux qui reçoivent, ou enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Il y a beaucoup d'amitié entre les fermières. C'est aussi important. Ça vaut la peine de le mentionner, je pense. Parce que quand on arrive, on est tout seul, hein? Assez souvent, il y en a qui peuvent arriver avec une amie. Et moi, j'étais toute seule, puis je connaissais personne à Charlesbourg. J'en ai accumulé, là, des connaissances, puis des personnes charmantes. C'est un privilège en même temps d'être capable d'offrir ses services, puis de sentir qu'on est apprécié. On les remercie. Vous venez d'écouter le 7e épisode du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du Trait-Carré. Cela vous a rappelé de beaux souvenirs? Les filles aident leur mère aux travaux à la maison. De leur côté, les garçons travaillent à la ferme avec leur père. Dans le prochain épisode, on va plonger les mains dans la terre et retourner à l'époque où les champs agricoles composent le paysage de notre village. À très vite!